Bonjour à tous. Donc, on va parler de ça. Est-ce que le zéro déchet est un projet politique? On attend donc Mathieu Orphelin, mais qui devrait vraiment pas tarder à nous rejoindre. On va démarrer sans lui avec peut-être la question la plus difficile. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, très général. Est-ce que le zéro déchet est un projet politique? On va commencer par vraiment, finalement, la question qui est l'objet du débat. Je vais commencer peut-être avec Alexandre. Euh, Bonjour, Alexandre Guilluy, donc cofondateur des Alchimistes. Donc, juste pour resituer, nous on fait du compostage mécanique en ville, donc rapprocher le traitement du déchet des citoyens. Donc à la question de savoir si c'est politique, euh, c'est quoi la définition de politique? On ne va pas forcément parler de parti politique aujourd'hui. Est-ce qu'on parle du projet commun? Moi, j'ai regardé la politique dans Wikipédia bêtement, et on voit, la définition que j'ai retenue, c'est qu'il y a trait au collectif. Donc, quand on fait des déchets, oui, on peut réduire dans sa cuisine, on peut réduire dans sa maison, mais à un moment donné, il faut que ça s'organise en collectivité. C'est une des premières choses qui s'est organisée au niveau collectif, avec les transports et d'autres choses. Mais c'est évidemment un projet collectif, c'est un projet qui est transgénérationnel. Moi, je me souviens de mon grand-père qui réutilisait ses enveloppes. Alors, c'est aussi parce qu'il était radin, mais, mais on voit bien que c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui peut intéresser fortement les jeunes générations, nos enfants qui commencent à avoir une conscience beaucoup plus forte que notre génération sur ces sujets-là, mais que c'est quelque chose qui était déjà sous-jacent et qui était largement partagé par nos grands-parents et par les générations précédentes, pour des questions qui étaient souvent plus économiques qu'écologiques. Mais en tout cas, la réutilisation des ressources et la limitation des ressources étaient déjà largement présentes à l'époque. Et puis ensuite, il y a la politique, j'ai envie de dire avec un petit p, qui est la pratique du pouvoir. C'est comment on organise les choses, comment on organise comment on réglemente la société. Et évidemment, si on a envie que cette démarche de zéro déchet accélère, à un moment donné, il faut réglementer et il faut obliger tout le monde à rentrer dans ce projet, parce que c'est quelque chose qui apparaît aujourd'hui comme absolument nécessaire. Et donc, il faut que ce soit quelque chose qui soit réglementé, qui devienne au bout du compte obligatoire. Donc, est-ce que c'est un projet politique? Oui, 3 fois oui. C'est, à mon avis, aussi un projet de société, parce que le déchet est très largement connecté avec la relation qu'on a entre nous, la relation qu'on a avec la planète sur laquelle on vit. On a passé beaucoup de temps à prendre des ressources, à les consommer et à les jeter. On a compris, là, il n'y a pas si longtemps, qu'on était sur une planète et que les ressources étaient finies, et que ce projet-là, cette façon de consommer la planète n'est plus jouable. Ça a un impact et puis des connexions très fortes avec notre façon de de penser la vie, le bonheur, etc. Est-ce qu'il faut consommer pour être heureux, ou est-ce qu'il faut être pour être heureux plutôt que d'avoir? Donc c'est un projet de société. Donc, si c'est un projet de société, ça ne peut être qu'un projet politique. Merci Alexandre. Laura, j'imagine que vous avez quelques mots aussi à dire là-dessus. Oui, évidemment, je partage. Je pense que l'intérêt de poser la question, même si la réponse semble évidente, en tout cas pour nous sur scène, évidemment, on va répondre oui. Mais je trouve que l'intérêt de poser la question, c'est que parfois on a tendance à réduire, peut-être juste parce que c'est pratique, à réduire le zéro déchet à la sphère plutôt individuelle, l'aspect mode de vie. Et puis, il y aurait le terme plutôt économie circulaire qui désignerait l'aspect politique. Je pense qu'en fait, zéro déchet, économie circulaire, ça désigne la même chose, hein. C'est une réaction, une volonté de s'attaquer à la surconsommation et globalement arrêter à terme tout ce qui est gaspillage des ressources, c'est-à-dire une consommation de nos ressources qui serait incompatible avec la vie sur la planète à long terme. Donc
à partir du moment où on prend ce point de départ pour désigner ce qu'est le zéro déchet, forcément c'est quelque chose de politique, puisque si on s'attaque à la surconsommation, au gaspillage des ressources, forcément on va pouvoir le faire dans sa vie, dans son mode de vie individuellement, mais à un moment on va aussi forcément s'intéresser à la manière dont on conçoit nos produits sur cette planète, à la manière dont on les fabrique, à la manière dont on les distribue, et donc à toutes les réglementations, toutes les politiques qui accompagnent et qui encadrent ces choses-là. Donc finalement, évidemment, le zéro déchet est éminemment politique, et même pour aller plus loin, du coup, on a besoin de tout le monde quelque part. Si je peux terminer par là, c'est évidemment, on va avoir besoin du coup de personnalités politiques qui s'engagent, on va avoir besoin de collectivités qui mènent des politiques publiques locales qui vont dans ce sens-là. On va avoir besoin d'entrepreneurs comme Alexandre qui inventent et qui prouve qu'il y a des modèles économiques et qu'il y a des activités qui peuvent se créer dans ce domaine-là. Puis on a besoin des citoyens et des consommateurs pour accompagner tout ça. Merci Bonjour. Laura. Et bonjour à Mathieu Orphelin donc, qui vient de nous rejoindre. Mathieu, vous tombez à pic, c'est à vous. On était en train de poser la première question qui était est-ce que le zéro déchet donc, doit être un projet politique ? Oui, désolé d'être arrivé en retard et d'être arrivé en courant, donc je vais suer, pas par l'émotion, mais par un mécanisme naturel. Oui, ça doit être un projet politique, évidemment, on va en discuter dans la table ronde. On est face à des contraintes très fortes et on est face à un modèle de consommation qu'il faut complètement réinventer. Hier, j'étais, pour vous donner la dernière fois que j'ai pensé au zéro déchet, c'était hier dans un échange avec des acteurs du monde du commerce en ligne, qui est un monde potentiellement très générateur de déchets, pour préparer la loi d'orientation sur les mobilités qui va arriver à l'Assemblée dans quelques mois. Le commerce en ligne, c'est des enjeux évidemment de mobilité, de consommation, c'est des enjeux de déchets aussi très importants. Et en entendant les acteurs hier, notamment disant par exemple c'est Amazon qui va nous donner le ton et on va tous s'adapter à ce qu'Amazon va proposer. Aujourd'hui, on est sur des délais de livraison plutôt à la journée, mais on va essayer de se centrer sur la demi-journée ou livraison 2 heures après que le produit ait été commandé en ligne. Notre seul indicateur, c'est la satisfaction client et c'est d'arriver à livrer la boîte en question que je nommerai pas, mais parlait de 18 000 colis par jour, etc. La question des transports, de la façon dont c'est transporté, c'est nos sous-traitants, la Poste et d'autres. Voilà. En confrontant cette réalité, je dis ça parce que le modèle de consommation d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, et on peut être un petit nombre à penser que c'est pas ça le modèle de consommation durable, etc. Mais il faut qu'on affronte ce modèle-là et qu'on arrive à le faire évoluer. Pas nous, les quelques, même dans un projet politique. Moi, je ne crois pas qu'avoir raison à quelques-uns en politique ou porter un projet politique sur le zéro déchet à quelques-uns, mais sans pouvoir le généraliser, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Je vous donnais cet exemple parce que hier, je me suis dit, waouh, voilà les vrais enjeux auxquels il faut qu'on fasse front quand on veut faire du zéro déchet un projet politique, quand on veut faire d'un modèle plus durable un projet politique. Et il va falloir qu'on trouve les différents moyens, j'imagine qu'on va en discuter pendant la table ronde, pour concrétiser et réussir cette généralisation. Voilà. Parce que les initiatives de terrain, elles existent. Les preuves par l'exemple, sur les territoires, par les acteurs engagés, que tout ça, ça marche, elles existent. Il n'y a qu'un seul enjeu aujourd'hui, c'est généraliser assez rapidement. Merci Mathieu Orphelin. Donc effectivement, c'est un peu l'objet de la prochaine question, c'est de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France, notamment avec la feuille de route sur l'économie circulaire qui a été rendue publique au mois d'avril. Je vais commencer par poser la question à Laura Châtel. Pas mal d'associations, notamment Zero Waste France, ont salué certaines des propositions, mais ont aussi pensé que ça n'allait pas assez loin. Pourquoi est-ce que ça ne va pas assez loin et qu'est-ce qu'on peut saluer dans les mesures qui ont été annoncées ? Déjà, des processus comme ça, comme l'élaboration d'une feuille de route, c'est toujours
forcément des processus très intéressants en soi, parce que en tant qu'ONG, on est conscient de l'urgence, on est conscient aussi des tendances majoritaires, entre guillemets, on peut le dire comme ça, qui vont pour l'instant à l'encontre du zéro déchet, de l'économie circulaire. Mathieu Orphelin l'a rappelé. Donc quand on a un nouveau gouvernement qui arrive et qui dit voilà, on va élaborer une feuille de route, tout est possible, c'est forcément des moments très intéressants et des discussions parfois intéressantes, des propositions qui peuvent aller loin. Après, évidemment, il y a l'aspect mise en œuvre qui est beaucoup plus difficile. Donc là, je parle d'un point de vue personnel, mais on ressort souvent de là en se disant super, là, ça y est, ça va avancer. Et puis derrière, il y a le principe de réalité où il y a quelque chose qui arrive, qui est de l'ordre du rapport de force, de l'ordre de la mise en œuvre concrète de la loi, de l'ordre de la confrontation avec des lobbies parfois très très puissants, qui fait que derrière cette mise en œuvre-là, elle est plus compliquée. Nous, on a salué des choses dans la feuille de route, et ce que je veux retenir à l'heure actuelle, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre du concret, notamment sur les aspects fiscalité. Il y a des choses qui vont être inscrites normalement dans ce projet de loi de finances. Donc là, voilà, on sait que d'ici 3-4 mois, on va avancer, notamment sur la taxe sur les moyens de traitement, incinération, décharge, qui nous, à 0S1, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que ça peut permettre de rendre le recyclage, de rendre la valorisation des déchets organiques pertinent et intéressant d'un point de vue économique aussi, ça c'est intéressant. Mais il y a aussi des aspects plus négatifs, ou en tout cas qui nous inquiètent dans la mise en œuvre qui va en être fait. Et c'est surtout tout ce qui concerne l'amont, en fait. Comment aujourd'hui, justement, on encadre notre système de conception, de fabrication, comment on change la manière dont on crée de la valeur dans notre modèle économique actuel. Et ça, pour le coup, on en est encore très loin. Il y a des mesures intéressantes dans la feuille de route sur le fait d'avoir des éco-modulations, sur les taxes, même si ça ne s'appelle pas comme ça d'un point de vue technique, payées par les fabricants qui mettent sur le marché des produits. Donc il y a ces grands principes qui sont là, on sait quoi faire. Maintenant, on s'affronte pour le coup à des géants, et donc quand on voit par exemple la secrétaire d'État qui a annoncé vouloir faire en sorte que les cigarettiers participent à la collecte et au coût de collecte des mégots, quand on lit le communiqué de presse de Philippe Maurice juste derrière, on se dit qu'il va falloir y mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de force pour faire avancer, ne serait-ce qu'un petit peu, quelque chose qui paraît quand même assez évident à l'heure actuelle. Merci Laura. Et Mathieu Orphelin, vous, quelle est votre vision de ce qui a été fait avec la feuille de route? Est-ce qu'on va assez loin? Il y a des choses très importantes, notamment sur les financements, sur ces signaux économiques. Il ne s'agit pas de toujours rajouter des taxes, mais il s'agit de faire que les comportements vertueux soient favorisés par rapport aux comportements qui ont plus d'impact, par exemple, sur les déchets. Donc c'est très bien d'avoir dans cette feuille de route, effectivement, l'augmentation de la TGAP, décharge et incinération, à un rythme beaucoup plus important que qui était actuellement prévu. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, tant que mettre en décharge ou en incinération coûte plus cher que de trier ou de faire la prévention des déchets, mais comment voulez-vous que ça marche? Ça ne peut pas marcher. On est un des seuls pays où ça coûte moins cher. Et l'ADEME l'a bien montré, donc effectivement, il fallait changer ça, donner un signal. Faites pas ça du jour au lendemain. Pour les collectivités notamment, ce serait pas acceptable, pas faisable. Et donc, très bien d'avoir une nouvelle augmentation de la TGAP, de la prévoir sur les 5 ans à venir, voire les 10 ans, et de coupler ça avec cette mesure très importante qui était dans la feuille de route, qu'on demandait depuis longtemps et qui a été applaudie, et tant mieux, pas assez applaudie je trouve, mais qui est passée un peu inaperçue. Souvent quand j'en parle aujourd'hui, les gens ne réalisent pas, mais le gouvernement a annoncé dans la feuille de route la baisse de TVA pour les collectivités sur la prévention et le tri des déchets. C'est très important. On avait essayé de le faire passer au PLF 2018, sans succès. Mais je crois que là, ce sera vraiment une très belle victoire et un très beau signal envoyé aux collectivités de dire on vous baisse la TVA sur la prévention et le tri des déchets. Et donc, ça va être encore plus avantageux de développer ces activités-là. Il y a quelque chose qui n'est pas dans la feuille de route qui va nous amener à quelques débats animés au PLF, au projet de loi de finances 2019. C'est à partir de quel moment les collectivités verront cette baisse de TVA. Et là, effectivement, ce sera un beau débat politique. Voilà, donc ces signaux-là, ils sont très importants. Pas comme des taxes en plus, je le redis, mais comme un basculement, favoriser ce qui favorise le zéro déchet et pénaliser progressivement beaucoup plus ce qui va à l'encontre de cette politique.
Merci Mathieu. Et vous, Alexandre, en tant qu'entrepreneur de l'économie circulaire, est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment d'aide, d'incitation pour des personnes qui ont envie d'entreprendre dans ce domaine-là? Ouais, plus largement, avant de venir à notre cas de figure, j'aime beaucoup l'événement du tribunal des générations futures, parce que ça nous oblige à nous projeter. Je trouve que c'est un exercice qui est excellent. Et je pense qu'effectivement, dans les générations futures, on nous dira comment avez-vous fait pour vivre autant à crédit. Ce qu'on fait en France, ce qu'on fait dans la plupart des pays dits développés, c'est qu'on dilapide des ressources, on dilapide notre bilan. Donc, je crois qu'on est au 8 août en France et on est peut-être en mai pour les États-Unis, où je n'ai plus les dates exactement en tête. Mais en gros, C'est mai pour la France. c'est mai pour la France. Ouais. On est, si on devait présenter ça à un banquier, il nous dirait vous êtes complètement fou. Vous tapez dans vos fonds propres et vos fonds propres ne sont pas inépuisables. Donc, il faut avoir en tête bilan et compte de résultats comme on nous le demande en tant qu'entrepreneur, quand on va avoir un banquier, et que la taxe n'est pas une taxe, c'est pas une taxe en plus, c'est une manière normale, en bon père de famille, de gérer nos ressources, de gérer la collectivité et ce dont on dispose pour vivre tous les jours, et s'arranger pour que les générations futures puissent vivre une vie décente. Bon. Et mis à part ça, en France, sur la question plus spécifique des biodéchets, on est extrêmement en retard. Très très en retard. Le contexte réglementaire, en revanche, lui, est plutôt favorable. On a un contexte réglementaire qui est plutôt en avance, alors qui est arrivé tardivement, mais avec la loi Grenelle 2 qui s'applique de plus en plus auprès des petits producteurs, enfin producteurs qui sont devenus petits, et la loi Transition énergétique et croissance verte. Globalement, on a un contexte réglementaire qui est plutôt favorable au traitement, au tri et au traitement biologique des déchets organiques. Donc ça va, c'est plutôt bien. La question c'est, la loi c'est bien, l'application de la loi c'est autre chose. Donc aujourd'hui, la question va être la question du rythme. Qui va être pénalisé quand, s'il fait n'importe quoi? Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'amende, il n'y a pas de surveillance et d'application de la loi réellement coercitive, on va dire. Et du coup, les choses avancent à leur rythme, c'est-à-dire assez lentement. Si les gens peuvent éviter de payer, évidemment qu'ils évitent de payer. Donc, du point de vue des biodéchets, les choses avancent, enfin, les choses sont en place. Maintenant, il faut l'appliquer, il faut être un petit peu ambitieux dans l'application de la loi. On travaille sur un autre sujet, nous, qui est plutôt de la R&D, sur la question des couches culottes. C'est 3,5 milliards de couches culottes qui sont jetées dans nos poubelles par an en France. Ça fait quand même beaucoup, c'est un tonnage qui est vraiment important, ça représente entre 8 et 10% des OMR. Et là, on pense que du point de vue on a un contexte en France qui ne permet pas toujours suffisamment l'expérimentation. Et il y a quelque chose qui était fort dans le projet d'Emmanuel Macron quand il est arrivé au pouvoir, c'était de dire que doivent faire les députés. Les députés, ils font la loi. Et normalement, un tiers du temps de Mathieu Orphelin devrait être d'évaluer les lois déjà en cours. Je ne suis pas sûr que l'évaluation des lois aujourd'hui soit qu'il y ait suffisamment de temps à nos amis députés pour évaluer les lois qui existent aujourd'hui. Donc on a parfois trop de réglementations qui permettent pas forcément d'innover, d'expérimenter. Et là-dessus, quand on se compare aux autres pays, on voit que les choses peuvent aller beaucoup plus vite. Alors dans les contextes nord-américains, c'est une évidence, mais même chez nos voisins européens, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Laura, on est dans un pays où on a les 2 leaders mondiaux du traitement des déchets et qu'on a des lobbies qui sont extrêmement puissants dans le secteur. Merci Alexandre. Donc c'était un peu l'objet de la prochaine question, c'était pour vous, donc ça va trop doucement.
Qu'est-ce qui bloque finalement le développement de l'économie circulaire? Peut-être que Mathieu Orphelin a quelque chose à dire, notamment par rapport à ce qu'évoquait Alexandre sur le fait d'expérimenter. Est-ce qu'il y a trop de réglementation? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Il faut généraliser, mais pour répondre, nous, on est tout à fait dans ce mouvement de dire il faut qu'on évalue plus. Effectivement, vous avez vu, là, en ce moment, c'est la réforme constitutionnelle. On propose un certain nombre de choses. On propose que la Cour des comptes puisse être utilisée par les députés pour faire des évaluations, mettre aussi, comme l'ont fait d'autres voisins européens, un office d'évaluation des politiques publiques qui serait à la disposition des parlementaires. Donc, on est bien là-dessus. Bon, sur le titre 4 de la loi de transition énergétique, le titre économie circulaire, l'évaluation, là il y a une évaluation qui avait été faite qui montrait que finalement dans la loi de transition énergétique, c'était quand même sur nos affaires de déchets que ça avait le plus avancé, non peut-être pas en termes de résultats, mais en termes de mécanique mise en place. Non, ce qu'il faut, c'est vraiment généraliser arriver cette généralisation. Et donc passer à chaque fois du petit club des précurseurs à tout le monde. Et donc il faut qu'on se l'applique sur tous les sujets qui ont un impact sur le zéro déchet. On vient de passer la loi agriculture et alimentation, et donc je trouve que c'était un bon exemple. Effectivement, toutes les cantines scolaires qui s'étaient engagées dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui est évidemment un de nos thèmes principaux dans le zéro déchet, toutes celles qui se sont engagées là-dessus ont des résultats très positifs. En gros, entre 20 et 30 centimes de coûts denrées économisés par repas. Comment on change d'échelle? Dans la loi agriculture et alimentation, qui est aujourd'hui au Sénat, on a mis la généralisation dans toutes les cantines scolaires des diagnostics gaspillage alimentaire. D'ailleurs, on a, nous les députés, rajouté diagnostic gaspillage alimentaire et alimentation durable, parce que ça va nous permettre de gérer les deux questions en même temps. Est-ce que la loi fera tout? Sans doute pas, mais en tout cas, il faut qu'on utilise la loi pour acter cette généralisation. Et c'est pas si simple. Un autre exemple de zéro déchet, dans cette loi agriculture et alimentation, un moment un peu pas pour m'amuser, mais en amendement d'appel, des jeunes de bretons, de CM1 d'une école en Bretagne, me dire bah oui, dans notre cantine scolaire, on a enlevé les bouteilles d'eau en plastique parce que ça nous a fait gagner 4000 bouteilles par an. Alors moi, déjà, je réalisais, je ne savais pas que dans certaines cantines scolaires, il y avait encore de l'eau en bouteille qui était servie. Bon. Et en Bretagne et dans d'autres régions, effectivement, c'est assez courant. On a passé cet amendement, qui était là qu'un amendement d'appel, puis des fois, il y a des moments un peu spéciaux à l'Assemblée. Il est passé. Donc, on a inclus dans la loi le fait que l'eau en bouteille plastique était interdite dans les cantines scolaires, sauf cas de pollution de l'eau, etc. Et que donc, l'eau dans les cantines scolaires, c'est l'eau en carafe. Ah, c'est passé, ça ne devait pas passer, tant mieux, tout le monde était content. Il y a 10 jours, je relis dans Le Monde les fabricants de bouteilles plastiques qui expliquent comment des avancées comme ça sont contraires et remettent en péril, mais enfin posent question à toute l'industrie de fabrication de ces bouteilles-là, etc. Voilà, tout ça pour vous redire que il faut aller plus vite, mais qu'à chaque fois qu'on veut aller plus vite, on a des acteurs installés, lobby ou autres, mais qui veulent ralentir ce mouvement de changement. Parce que nos mouvements, il ne faut pas qu'on oublie que ce sont des vraies transitions, des vrais changements, des vraies évolutions. Donc, ça va bousculer à chaque fois. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on trouve les bonnes façons de les présenter. Je n'ai pas la solution, mais je pense que collectivement, il faut qu'on montre les conditions de cette généralisation qui va changer beaucoup de choses si on y arrive. C'est ça que je veux dire. Tant qu'on reste je suis sûr que là, il y a personne qui est contre le zéro déchet dans la salle. Tant qu'on reste entre nous, ça ne marchera pas. Il faut vraiment qu'on trouve les conditions de travailler avec les uns et les autres. C'est ce qui a été fait dans la feuille de route, mais il faut qu'on accélère pour qu'on réussisse cette transition. Si on veut vraiment réussir la généralisation, il faut le faire tous ensemble. On ne le fera pas contre 90% de la société ou des acteurs. Merci Mathieu. Laura? Oui. Oui et non. Dans le sens où moi, je considère que ce qui bloque aujourd'hui, c'est à la fois le manque de signaux économiques, c'est-à-dire que parfois, voilà, c'est encore plus cher de faire beaucoup de déchets, et on est globalement dans un système, dans une tendance où l'effectif humain est plutôt, on a plutôt tendance à chercher à le réduire parce que c'est des coûts, que ce soit voilà, dans une collectivité, dans une entreprise, c'est
plutôt vers ça qu'on essaye de tendre. Et donc, la production de déchets, ça permet parfois en fait, de réduire les effectifs. Hein. Prenons l'exemple des cantines scolaires. Pourquoi on a basculé vers des barquettes en plastique beaucoup? C'est parce que c'est plus simple, c'est plus pratique en fait, parfois, hein, tout simplement. Et repasser à un système d'inox lavable, parfois, ça demande de l'emploi dans le lavage, dans le transport. Ça condamne peut-être à moyen, long terme le fait de pouvoir réduire les effectifs dans le restaurant parce que ça demande du service en plus pour les enfants. Enfin, c'est vrai, c'est un coût potentiellement supplémentaire. Le zéro déchet, pour moi, à mon avis, est beaucoup plus créateur d'emplois. Et ça, dans le système, dans le monde actuel, c'est compliqué en fait à défendre. Hein, parce que c'est considéré plus comme un coût en plus qu'autre chose. Et puis le deuxième élément, c'est peut-être qu'on n'est pas encore suffisamment bien organisé en fait. Moi je suis d'accord, il faut évidemment travailler avec tout le monde, pas considérer qu'on reste entre nous et que finalement on se satisfait de ça. En même temps, il ne faut pas non plus être entre guillemets naïf ou considérer qu'on va faire avancer tout le monde de la même manière. Il y a des intérêts économiques qui s'expriment, il y a des lobbies qui s'expriment. Et face à ça, il faut aussi qu'on soit conscient qu'il y a des intérêts différents qui s'expriment et donc qu'on s'organise pour lutter contre ceci quand ça ne va pas dans notre sens. Typiquement, là encore, sur les cantines scolaires, là où ça avance, c'est quand des parents d'élèves ou des citoyens, des groupes locaux ou bien un élu local se dit tout d'un coup, ça c'est plus acceptable, on va faire autrement, on va lutter contre ça. Et puis je veux dire, si Plastique Europe s'inquiète, tant mieux, j'ai envie de dire, il y a un moment. Donc voilà, je pense que moi, ce qui bloque aujourd'hui, je dirais que c'est les deux éléments, c'est vraiment des signaux économiques, et ça c'est du ressort du politique, faire en sorte que ça coûte plus cher d'utiliser du plastique jetable dans les cantines que d'employer quelqu'un. Tout simplement. Et puis derrière, l'organisation citoyenne, parce que nous, mais c'est évidemment notre vision d'ONG aussi, nous, c'est un petit peu le seul outil qu'on a à disposition, en tout cas le plus efficace. Quand on arrive à mobiliser, à s'organiser, on peut vraiment faire avancer les choses parce qu'on fait entendre une voix différente. Et comme c'est la voix du citoyen, forcément, on ne peut pas la contredire quelque part. Merci Laura. Et donc, quels sont finalement, selon vous, les enjeux des prochaines années? Concrètement, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, qu'est-ce qui n'a pas pu être mis en œuvre pour le moment en raison de ces blocages? Peut-être Laura pour commencer? Oui, c'était plus concrètement. Quand je parlais des signaux économiques, moi je pense qu'il faudrait avoir une fiscalité sur tout ce qui est produits jetables et notamment produits plastiques jetables, d'autant plus qu'il y en a un certain nombre qui passent entre les mailles du filet dans ce sens où ils ne contribuent absolument pas quand ils mettent sur le marché des produits. Hein, les producteurs d'emballage, quelque part, contribuent quand ils mettent sur le marché un produit, mais voilà, les gobelets en plastique, c'est plus improbable, c'est plus incertain. Et puis, il y a un certain nombre de produits, typiquement les goodies, qu'on voit beaucoup dans les événements. Ça, vous pouvez en produire autant que vous voulez, vous ne contribuez absolument pas au coût de traitement de ces déchets. Et du coup, vous intégrez à aucun moment, pour ces acteurs-là, le fait que ça coûte, d'un point de vue environnemental, de produire ce produit-là. Donc, je pense que c'est vraiment le prochain gros chantier qu'on a, c'est faire en sorte qu'en amont, au moment de la fabrication, de la conception, on intègre beaucoup plus dans la fiscalité cette idée que utiliser de la ressource, c'est pas neutre d'un point de vue économique, c'est pas neutre d'un point de vue environnemental, encore moins. Merci Laura. Peut-être Alexandre? Je crois qu'il n'y a pas de légende urbaine plus établie que le fait que ça sert à rien de faire le tri parce que de toute façon ça va être mélangé à la fin. Je pense que vous pouvez aller quasiment dans tous les villages de France, villages, villes moyennes, grandes villes, métropoles, etc. Quand vous parlez du tri, les gens, j'adore cette expression, les gens, parce que c'est comme si c'était pas nous. Les gens pensent majoritairement que les choses sont remélangées. Ce qui est parfois vrai, souvent faux, mais en tout cas tout le monde le pense. Donc nous on s'est attaché à se dire mais pourquoi tout le monde pense ça? Pourquoi les gens pensent ça? Alors évidemment par fainéantise. Je veux dire, c'est plus facile de tout mettre dans la même poubelle. Enfin, je veux dire, évidemment. Donc ceux qui font le tri, il y a de la frustration derrière. On fait le tri, puis à la fin tout est remélangé. Et après avoir pas mal cogité sur le sujet, on s'est dit en fait, c'est parce que le déchet ne nous appartient plus. En fait, depuis Eugène Poubelle qui dit en gros en 1883
on met dans un contenant, on met sur un camion, on envoie à la campagne. Le déchet n'est plus le problème du citoyen. C'est un problème industriel. À chaque fois qu'on parle du déchet, on en parle d'un point de vue techniciste. Et c'est parce que c'est pas hyper simple, c'est vrai. C'est aussi parce que c'est un intérêt. Enfin, je veux dire, ceux qui sont établis, ceux qui travaillent dans ce secteur-là, n'ont pas intérêt à dire à tout le monde que c'est simple. Parce que sinon, il y a plein de gens qui vont arriver. Plein d'entreprises qui vont se lancer sur le sujet. Donc, nous, ce qui nous importe dans ce qu'on fait au jour le jour, c'est de montrer comment un déchet devient une ressource. Et c'est pour ça que nous, notre première installation de compostage, on ne l'a pas fait en 3e couronne parisienne, on ne l'a pas fait à la campagne, on l'a fait dans le 14e arrondissement. 14e arrondissement, ça fait très longtemps, très très longtemps, et Paris Intramuros, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait plus de site de traitement des déchets à Paris Intramuros. Et en 10 mois, on a eu 2500 personnes qui sont venues visiter notre site. Des collégiens, des collectivités locales, Robert Reed de San Francisco grâce à Zero Waste, plein de gens qui sont venus voir et qui comprennent que de manière très simple, on peut transformer un problème, un déchet alimentaire, ça pue, c'est un problème, c'est vraiment pour la ville, dans nos poubelles, c'est quelque chose qui est gênant, toxique presque, en quelque chose qui va faire pousser des fraises, des tomates et des fleurs. Et quand les gens, nous en fait, on a compris ça, ça devient beaucoup plus compliqué de mettre le plastique avec ces déchets organiques. Et ça devient évident. Et je crois que tant qu'on mettra les déchets dans une boîte noire qui s'appelle la poubelle, et qu'on délègue ce service-là à la collectivité, aux industriels, etc., tant qu'on n'en fait pas notre problème, et j'ai pas envie de dire problème parce que pour moi c'est plutôt une solution, mais tant qu'on ne comprend pas que le déchet est une solution, eh ben, on aura un vrai problème pour avancer de manière rapide. Donc, relocaliser la question des déchets, en faire des métiers beaucoup plus épanouissants que c'est aujourd'hui, parce que il faut voir sur quel territoire sont traités nos déchets et par qui, et on comprend assez vite que c'est un problème qui est largement externalisé, et montrer les choses. Tant qu'on ne montre pas les choses, tant que c'est loin, dans une usine qu'on visitera jamais, c'est pas notre problème. Et je pense que c'est ça qu'il faut changer. Et on a essayé de le changer, nous, l'été dernier, assez rapidement. Les lobbies nous sont tombés dessus en nous disant, enfin en essayant de changer la loi, dans la torpeur de l'été, à un moment donné, il y avait un seuil ICPE qui était descendu. On ne comprenait pas, ils augmentaient tous, puis il y en avait un qui descendait, c'est celui qui nous concernait. Et heureusement qu'il y avait des gens, dont Zero Waste et Mathieu Orphelin, qui à un moment donné sont montés au créneau en disant il faut faire feu de tout bois, il faut tout essayer, et c'est vraiment pas le moment d'éteindre des innovations et des nouvelles façons d'aborder le secteur. Alors, on pourrait faire mieux. Alors, en tant que quand même député de la majorité, je vais redire combien il y a beaucoup de mesures importantes qui sont mises en place dans le cadre de la feuille de route. Et entendez bien ça avant que je vous dise les 3 points que je pense qu'il manque. Un point très important, on y viendra dans les prochains mois, je ne sais pas quand, mais j'aurais souhaité que sur la consommation, il y a déjà beaucoup de choses sur l'affichage de la durée de vie, notamment sur les pièces de rechange, etc. Mais je pense qu'un chèque réparation centré sur les ménages qui en ont besoin, c'est une mesure qui viendra un jour. Je ne sais pas quand, mais en tout cas là, ce n'est pas si simple, ça pose plein de questions, etc. Et les métiers de la réparation, d'ailleurs, doivent complètement se réinventer. Mais là, je crois qu'il y a quelque chose d'important à imaginer collectivement dans les prochaines semaines ou les prochains mois plutôt. Deuxième chose qui manque, c'est la mobilisation financière sur ce sujet de l'économie circulaire. Et je crois que là, il ne faut pas réinventer à côté, mais il faut aider l'ensemble des acteurs, d'entreprises, collectivités, à investir dans tous ces équipements d'économie circulaire qui parfois coûtent cher, sont très capitalistiques pour certains. Et donc, il faut qu'il y ait une finance économie circulaire comme on a une finance climat. Et le plus simple, c'est sûrement de se mettre dans la finance climat, sur lequel il y a déjà beaucoup de choses qui sont développées, et donc de mieux faire apparaître l'économie circulaire et le zéro déchet dans cette finance climat. Effectivement, l'économie circulaire est un des grands leviers de lutte pour le climat. Et puis, troisième chose sur laquelle on n'y est pas encore, mais pourtant c'est essentiel, il faut qu'on puisse commencer à donner un prix aux ressources.
C'est un travail qui avait été fait sur le climat vers 2004-2005, le rapport Quinet sur la valeur tutélaire du carbone. Moi, je crois, d'ailleurs, un rapport qui est mis à jour, c'est dans les prochains jours, effectivement. Et cette valeur tutélaire du carbone, elle nous a servi à plein de choses, à nos discussions avec les autres pays dans les négociations internationales, à la mise en place de la trajectoire carbone, etc. Et donc, c'était un travail fondamental. Je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui que les économistes, les scientifiques, les parties prenantes commencent à réfléchir à c'est quoi le prix d'une ressource. Des ressources rares, bien sûr, mais aussi des ressources moins rares. Il y a la taxe granula, mais c'est un tout premier truc. Mais je crois qu'il faut qu'on commence à réfléchir collectivement à c'est quoi le prix, ou en tout cas la valeur tutélaire de l'usage des ressources, parce que ça nous sera utile dans les prochaines années. Car aujourd'hui, le fait de ne pas donner de prix à ça fait qu'on consomme toujours de plus en plus de ressources et sans avoir une idée de tous les coûts cachés qui sont derrière. Donc là, il y a une réflexion des scientifiques et des économistes qu'il faudrait mener, à mon avis, dans les prochains mois. Mais il n'y a pas besoin d'une loi, il n'y a pas besoin d'un plan pour lancer ce genre de travaux. Merci Mathieu Orphelin. Et justement là-dessus, est-ce que c'est facile pour l'instant, je peux commencer peut-être par Alexandre, de trouver un modèle économique viable dans l'économie circulaire aujourd'hui? Comme je le disais, la réglementation est quand même très favorable aujourd'hui. Maintenant, comme tout changement, le changement a souvent un coût, surtout quand on commence à composter, méthaniser, donc des process qui sont un petit peu plus compliqués que l'enfouissement ou l'incinération. L'enfouissement en particulier, on fait un trou avec des bulldozers, on met les déchets dedans et on recouvre. Je veux dire, oui, ça a un peu évolué, mais les chiffres qui avaient été donnés ici il y a 2 ans, c'est une personne peut s'occuper de 10 000 tonnes de déchets sur de l'enfouissement. Donc c'est relativement simple, et donc le changement coûte. Donc là, la réglementation est favorable. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une question d'application de la réglementation. À un moment donné, il faut que les choses se mettent quand même, que la loi s'applique. Mais en gros, les business models aujourd'hui de notre société comme d'autres qui commencent à émerger et qui commencent à contester la situation préexistante, c'est des sociétés qui marchent plutôt bien. On fonctionne bien. Nous, la question qu'on se pose, c'est surtout de ne pas... il ne faut pas qu'on retombe dans les travers des gestionnaires de déchets précédents. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on aligne notre réussite économique sur le nombre de tonnes de déchets qu'on va gérer. Parce que si on fait ça, on n'a aucun intérêt à générer moins de déchets. On a intérêt à ce qu'il y en ait de plus en plus. Ça nous a pas mal fait réfléchir et on s'est dit comment l'assurer. C'est d'avoir un modèle économique qui permette, qui s'amortisse relativement rapidement et qui soit en phase avec la baisse supposée, espérée des déchets. Aujourd'hui, si vous faites une nouvelle installation qui s'amortit sur 40 ans, sur 25, 30, 40, 50 ans, c'est très compliqué de savoir quel va être le volume des déchets générés dans 50 ans. C'est pas compliqué, c'est impossible. On s'est bien gratté la tête pour que nous, notre modèle et les installations qu'on met en place soient très low-tech, amortissables sur 10-12 ans, parce que précisément, ce dont on rêve, c'est que dans 12 ans, ça me paraît un peu de la science-fiction, mais on n'ait plus besoin de nous. Nous, si on peut fermer boutique dans 12 ans parce qu'il n'y a plus de déchets, à la limite, on sera très content. Je vois Mathieu sourire, évidemment. Moi, je prierais pour. Ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas ça, si on n'a pas ça en tête au moment de créer des entreprises comme les nôtres, on se plante. Et on revient comme il y a 50 ans, à espérer qu'il y ait de plus en plus de déchets. Et donc, c'est un peu schizophrène. Quand on monte une boîte, c'est marrant parce que dans les statuts, quand on écrit une boîte, elle est là pour 99 ans. Donc, nous, on espère ne plus exister avant 99 ans. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus de déchets et que Zero Waste aura fait un travail formidable. Donc,
Donc c'est plutôt, enfin voilà, c'est là où les choses se cristallisent. On est très heureux et on a un peu contribué au fait que l'objet de l'entreprise soit bientôt changé. C'était plutôt une idée de Nicolas Hulot et qui aujourd'hui est reprise, si j'ai bien compris, par le ministre de l'économie, et tant mieux. Et que une entreprise ne soit plus uniquement faite, fabriquée, qu'on fonde une entreprise uniquement pour générer du profit, ce qui est aujourd'hui dans le code civil, mais qu'une entreprise puisse aussi être une entreprise à mission. Nous, il faut que l'entreprise gagne de l'argent parce que c'est comme ça qu'elle va se développer et c'est comme ça qu'elle va faire des choses bien, mais on a envie de changer la donne. Et, le profit est un moyen. Et quand on parle de projet politique ou pas projet politique, clairement, c'est ça. Il faut remettre les choses un peu dans l'ordre. L'argent est un moyen pour faire des choses. Et c'est pas une fin. Donc nous, on est là assez heureux de voir que le politique entend ces messages, voit des nouvelles entreprises se créer qui ont des missions et non pas uniquement celle de redistribuer des dividendes. Et qu'à un moment donné, il faudra aussi favoriser ces entreprises parce que c'est celles-là qui vont changer la donne. Merci Alexandre. Juste un mot très rapide du coup Mathieu peut-être, parce qu'on a dépassé le temps. Donc je vous laisse répondre. Non, mais moi je suis parfaitement en phase avec ce que vient de dire Alexandre, c'est très important. Et on a su en France, je ne sais pas comment, mais on a su avoir les leaders mondiaux de la gestion des déchets de l'ancien monde. Et j'espère qu'on aura... non mais voilà, avec des entreprises qui aujourd'hui émergent, etc. Il faut qu'on ait la même excellence que l'excellence d'avant avec cette gestion de centaines de milliers de tonnes de déchets dans des installations centralisées qu'il fallait remplir au maximum, etc. Et Alexandre a très bien dit, ce changement de modèle aujourd'hui, le changement de modèle social, le changement de modèle économique. Donc voilà, j'applaudis cette nouvelle vision. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc ça se termine pour cette première table ronde. Merci à tous les trois et merci à tous pour votre écoute.